Merci d'être venus si nombreux et merci Jérôme pour l'introduction. Aujourd'hui, on est venu pour vous parler des Progressive Web Apps. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des Progressive Web Apps, là on va rentrer un peu plus dans les détails et vous allez comprendre des trucs si jamais vous n'avez pas bien compris. Ah, ne pas hésiter à parler assez fort quand même. Pardon, excusez-moi. Un public dans un bar, voilà. Et si vous en avez déjà fait, le but c'est de découvrir c'est quoi. Je vais commencer par me présenter vite fait. Là, excusez-moi. Ah voilà, il faut cliquer. Je m'appelle Fedi Salah, je suis développeur full stack chez Sarli. Je fais du front, du back, je fais beaucoup de trucs. Voilà, j'aime bien ces langages-là. Je suis un peu sportif ici. Voilà. Moi, je m'appelle Guillaume, donc comme Fedi, je travaille à Serly depuis maintenant pas mal d'années. Donc je travaille sur, pareil, front-end, back-end, un peu tout. Moi, je suis moins sportif que Fedi, c'est plus les chocobons moi que je préfère. Après, les Progressive Web Apps, j'ai eu l'occasion d'en faire en production récemment et du coup, on s'est dit avec Fedi que ça serait sympa de présenter comment ça marchait, puis aussi un retour d'expérience. Ok. Lorsqu'on va commencer à construire une application, une des questions auxquelles on doit répondre et une des questions qui est la plus importante qu'on doit aborder au début, par exemple dans un projet agile, notamment dans la phase de story mapping, c'est de définir notre public cible, définir qui va utiliser notre application, c'est quoi le comportement et les habitudes de nos utilisateurs. Quels devices vont-ils utiliser pour accéder à notre application? Est-ce qu'ils vont accéder plutôt à utiliser des browsers ou ils vont accéder plus au mobile? Tout en gardant en tête que ces habitudes-là évoluent dans le temps. Les jeunes, et je sais par exemple, je prends l'exemple des jeunes et des vieux, entre guillemets, les vieux ils vont plus sur internet avec un ordinateur alors que les jeunes ils vont plus sur mobile et il faut que l'application interagisse trop vite, sinon ils ne vont pas être patients, ils ne vont pas utiliser notre application. Tout ça on doit le prendre en considération pour construire une application qui répond au mieux aux besoins de nos utilisateurs. Voilà, si on prend par exemple le cas d'une appli web, on voit que l'audience, on voit l'évolution un peu des comportements des utilisateurs, c'est-à-dire il y a plus d'utilisateurs les utilisateurs vont plus sur une appli web depuis le mobile que le desktop. On voit que même que le mobile dépasse un peu le desktop ces dernières années. Une des choses aussi auxquelles on doit penser au moment où on va construire une application, c'est savoir la connectivité, l'état de la connectivité lorsqu'on va utiliser notre application. Est-ce que notre application elle va être utilisable qu'en mode online, par exemple dans les applis de banque ou des trucs comme ça où on a besoin tout le temps d'être en ligne, d'être authentifié avec un token ou des trucs comme ça qui sont valides qu'un petit moment, ou des applis qui peuvent fonctionner dans des métros, dans des caves à vin par exemple, des trucs comme ça où on a beaucoup moins de connectivité. Tous ces facteurs-là, ils rentrent dans le choix de notre architecture technique derrière. On verra ça plus tard. Aussi, on peut aussi prendre en considération aussi les conditions des utilisateurs, est-ce que c'est à domicile, à l'extérieur, des trucs comme ça. Du coup, si on se penche maintenant sur le cas d'une appli mobile, on va dire, on va construire une appli mobile pour nos utilisateurs et qu'est-ce qu'on va faire? La première question qui va nous arriver en tête, c'est est-ce qu'on va faire du natif, est-ce qu'on va faire du web? Voilà. Pour nous, c'est pas vraiment la bonne question à se poser dès le début. En fait, il faut plutôt se focaliser sur les fonctionnalités de notre application et sur les fonctionnalités de notre application avant de définir l'architecture technique en fait. C'est du moment où notre application, nos utilisateurs, ils gardent les mêmes habitudes, l'application elle se comporte comme eux ils ont l'habitude d'utiliser les autres applis,
bah, entre guillemets, ils s'en foutent du fait qu'elle soit faite en natif ou en web en fait. C'est du moment où bah, elle est facile à accéder et elle se lance en plein écran ou elle envoie des notifications, des trucs comme ça. Pour eux, bah, c'est une appli qu'ils vont utiliser tous les jours. Voilà. Pareil, si on va se focaliser un peu sur les comportements des utilisateurs de nos mobiles, de nos utilisateurs sur mobile, pardon, on voit qu'un utilisateur installe en moyenne 26 applications, et il n'y a que 6 applications qui sont utilisées. Pareil, on voit aussi que la taille des applications mobiles augmente de plus en plus. Hein. On sait que maintenant, avec par exemple les iPhones, il y a 5 ans, 32 Go ça suffisait largement. Maintenant, on est à 128 voire 256 Go pour voilà, installer toutes les applications qu'on préfère. Voilà, donc ça, c'est parce que les applis ne cessent pas d'augmenter, la taille des applis ne cesse pas d'augmenter, et ça aussi, il faut prendre en compte au moment où on va construire une appli. On voit aussi que les gens passent plus de temps sur les applis que en web. Le web, bon, ils vont consulter vite fait, lire un article ou des trucs comme ça, mais sur les applis, et ils vont rester un peu plus longtemps. On a parlé tout à l'heure des fonctionnalités. Il faut se pencher, il faut étudier un peu les fonctionnalités avant de définir l'architecture technique de notre application mobile. Il y a des features qui sont indiscutables. Hein. L'appli, elle doit être fluide, elle doit être facile à accéder. Il faut qu'elle ait un look and feel mobile, quoi. La navigation, on sait que le swipe, par exemple, il va faire le back. Je sais pas. Les menus sur Android, le burger menu comme d'habitude, comme tout le monde sait. L'état bomba pour les utilisateurs iOS, des trucs comme ça. Une des features aussi sur laquelle on doit se focaliser, c'est la sécurité. Il faut que notre application, lorsqu'elle va par exemple nous géolocaliser ou il va utiliser la caméra ou des trucs comme ça, il faut qu'elle nous pose d'abord la question, il faut qu'elle demande la permission avant d'utiliser, d'interagir entre guillemets avec les périphériques de notre device, quoi. Une autre fonctionnalité aussi, c'est les notifications. Par exemple, on aimerait bien aussi être notifié s'il y a des mises à jour de notre appli, ou il y a du contenu qui a changé, ou si par exemple il faut que notre appli nous rappelle quelque chose. C'est cool d'avoir les notifications pour vraiment, on ne va pas passer notre temps tout le temps sur l'appli. C'est cool de laisser le téléphone quelque part, et après c'est l'appli qui nous notifie si jamais il y a un truc à faire, quoi, ou le contenu il a bougé. Donc si on prend en considération tout ça et on veut aussi avoir toutes ces fonctionnalités là dans une appli mobile, on va dire le choix est vite fait. On ne sait pas faire entre guillemets tout ça avec du web, parce que le web ça reste une page web avec du JavaScript et tout. Le choix évident c'est de faire du natif. Et là non, nous on veut dire non, on peut faire tout ça pas qu'avec du natif. Et c'est là où on va vous montrer les progressive web. Je passe la main à Guillaume pour cette partie-là. Donc les progressive web apps, techniquement c'est quoi? Donc déjà la première réponse, comme disait Fedi tout à l'heure, l'utilisateur lui s'en fout. Bon, nous on s'en fout moins, donc on va regarder un peu quand même. Est-ce que c'est une API? Est-ce que c'est un framework? Est-ce que c'est une lib JavaScript? Est-ce que c'est une application avec une progress bar? Non, rien de tout ça. Faut cliquer. Voilà. Hop. Voilà. Non. C'est tout d'abord une approche de développement. Ça permet de combiner des outils et des technos qui existent déjà, qu'on n'a pas connaissance forcément, mais qui existent déjà depuis certaines années, et ça continue de s'enrichir. Une PWA, c'est aussi penser à donner un comportement mobile à votre application. Donc, Fedi parlait tout à l'heure de certaines features comme le swipe ou choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être implémentées en web. Le pull to refresh, c'est maintenant natif dans les navigateurs web. Donc c'est ce qui permet de pouvoir être immergé dans votre application
Et l'utilisateur, lui, qu'il soit sur une appli native, qu'il soit sur une appli web, ben, lui, il s'en fout, il est dans une appli au final. Et c'est ça l'idée. Donc HTML5, qui est maintenant depuis plusieurs années, a amené énormément d'API. Donc on peut manipuler, que ce soit l'appareil photo, on peut avoir des infos sur le Bluetooth. Donc la géolocalisation, je pense que tout le monde l'a vu, maintenant on nous demande notre géolocalisation pour tout sur n'importe quel site. Mais on a aussi on a accès à plein d'infos comme l'état de la batterie, des choses comme ça. On peut même faire vibrer l'appareil. Voilà, si ça peut donner des idées d'application à certains. Voilà. Donc il y a un site là, What Web Can Do Today, qui vous donne ce que votre navigateur est capable de faire à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment sympa. Et il y a énormément d'API qu'on peut utiliser pour donner un comportement mobile à vos applications. Une Progressive Web App, c'est dédié avant tout au mobile. Au milieu, on pense au mobile, donc il faut penser vraiment mobile first. Donc que ça soit dans le côté responsive. Maintenant, le côté responsive, c'est quelque chose qui est une core feature du web depuis maintenant plusieurs années et qui est même essentiel et compris dans les algos de score Google. Il y a tout ce qui est Media Query, les grilles fluides, donc tous ceux qui connaissent Bootstrap ou autres frameworks CSS connaissent ça, mais en gros on peut vraiment adapter le look de l'appli au format de l'écran. Les Progressive Web Apps, c'est tout d'abord trois principes. C'est Google qui a imaginé ça en 2015, donc il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit fiable et il faut que ça soit engageant. Alors rapide, pourquoi? C'est un peu bête à dire comme ça, mais le graphe le montre quand même. Plus votre appli met de temps à charger, plus vite vos utilisateurs repartiront. Donc c'est au-delà de 3 secondes, je crois que il y a 20% des utilisateurs qui sont déjà partis. L'aspect fiabilité aussi, c'est quelle que soit votre connexion internet, il faut que votre application réponde et que ça soit fluide. Éviter les scrolls saccadés et tout, c'est en termes d'expérience utilisateur, c'est nul quoi, et personne n'aime ça. Et il faut surtout penser que même s'il y a la 3G, la 4G, tout ça, en France, il y a quand même pas mal de zones blanches et que ces utilisateurs-là, ça serait dommage de les mettre de côté. Et encore plus dans le monde. Donc si vous faites une application dédiée au commerce, ou enfin au e-commerce plutôt, il ne faut pas se restreindre qu'à ceux qui ont une couverture réseau, sinon vous allez potentiellement avoir moins de clients. Sur ce graphique, on voit que les utilisateurs sur mobile vont beaucoup plus sur le web. Le web voit beaucoup plus d'utilisateurs uniques que les applications. Par contre, à l'inverse, on voit que les applications monopolisent beaucoup plus l'attention des utilisateurs que le web. Pourquoi? C'est avec toutes les notifications qui vous disent que vous avez des nouvelles vies sur Candy Crush, donc vous pouvez retourner y jouer, tout ça. Typiquement, c'est ces notifications qui vous font retourner sur l'application et qui vous les font utiliser. Et les Progressive Web Apps, dans l'idée, c'est combiner le meilleur des deux mondes. Bénéficier de la portée du web, parce que tout le monde, pour rechercher quelque chose, tout le monde prend Google, ou compte maintenant, et on trouve le site. Sur un store, il faut ouvrir le store, il faut rechercher dans le store, il faut accepter les permissions, il faut installer l'appli, il faut la lancer. Sur le web, on fait la recherche, on clique, on a l'appli. En ça, les Progressive Web Apps bénéficient vraiment de la vitesse d'accès que permet le web. Et à l'inverse, comme on a vu tout à l'heure, les API HTML5 qui sont arrivés permettent de bénéficier de certaines possibilités de mobile, comme je parlais de la batterie par exemple. Et alors après, on verra tout à l'heure qu'on ne peut pas tout faire avec les Progressive Web Apps comme on peut faire sur une appli mobile, mais dans 95% des cas, ça couvre quand même pas mal les besoins. Donc en termes de mise en œuvre, comment ça se passe? Il y a une checklist à implémenter. Donc déjà, il faut que votre site soit sur du HTTPS, c'est la base, sinon ça ne marchera pas. Il faut que ça soit responsive, bien évidemment. Il faut que ça marche en offline. Il faut qu'il y ait un petit prompt qui vous propose d'ajouter votre application à votre écran d'accueil. On parlait d'engagement tout à l'heure, typiquement c'est ça, vous avez l'appli directement sur votre bureau, vous lancez, et voilà. Et enfin, il faut qu'en 3G, ça se charge, le chargement initial soit assez rapide. Donc mobile first, c'est déjà avoir des compétences CSS et
c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment un métier à part, donc pas hésiter à s'entourer des gens qui savent faire. Il y en a qui savent faire un peu là-bas. Et donc voilà, vraiment pas hésiter à s'entourer des gens comme ça. Parce que tous ceux qui ont fait de la CSS et qui sont pas intégrateurs web, ben, on a tous connu le je touche un truc et ça casse tout ailleurs. Voilà. Les positions fixes aussi. Ouais, c'est ça. Faut vraiment y penser et s'entourer des gens qui savent faire. Mais mobile first, c'est pas forcément aussi que le style. Il faut penser à la taille des requêtes qui vont transiter sur le réseau. On parlait de vitesse de chargement, tout ça. Plus votre payload il va être important, plus ça mettra de temps à arriver sur votre application. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut y penser. En termes d'UX, il faut penser, faut l'adapter au mobile. Donc peut-être on peut avoir des CSS différentes selon qu'on est sur iOS ou sur Android. Par exemple, au tab, il y en a qui les mettent en bas, d'autres en haut. Voilà, donc même si maintenant ils s'accordent pour tous les mettre en bas, voilà, on peut faire des choses comme ça. Le bouton back en haut dans le header, des choses comme ça qui font penser qu'on est sur une appli mobile. Il faut aussi que ça soit donc en cohérence avec les guidelines des grands, parce que c'est un peu ce que je viens de dire. Et enfin, pensez à designer pour les différents types d'écrans. Il y a les mobiles, mais il y a les tablettes aussi. Et les desktops aussi, parce que ça reste un site web donc consultable depuis n'importe quel device. Et les critères d'algo de Google, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc concrètement, une progressive web app, il y a un fichier important, c'est le manifeste. C'est ce qui permet un peu de décrire l'application, c'est un peu sa fiche d'identité. Donc il y a différentes infos comme la couleur de fond, une description, un titre et tout ça. Et tout ça, ça va servir à l'application à générer une sorte de splash screen avec un icône, le style de présentation d'affichage, ça va nous indiquer si on doit mettre la barre d'URL en haut ou pas. Alors là on voit c'est celle de Twitter, donc on voit que là ça nous propose d'ajouter à l'écran d'accueil. Hop, donc Youpi, il y a le bouton. Donc là l'icône elle est tirée du fichier manifeste. Quand on lance l'appli, on a un splash screen donc de couleur blanche, donc ce que nous donne le background color avec le nom qu'on a donné puis l'icône. Et enfin, au niveau de l'affichage, on voit que là il n'y a pas la barre d'URL, c'est le mode standalone, voilà, merci, qui nous donne ça. Et là il n'y a pas de barre d'URL, pourtant c'est une appli web. Et Twitter, voilà, c'est l'un des premiers vraiment gros à avoir investi là-dessus, et ils ont bien fait. Un truc important dans les progressive web apps aussi, c'est tout ce qui est chargement de la page. Donc Google a introduit la notion d'application shell. En gros, c'est votre squelette de votre application. Vous allez avoir un header, vous allez avoir un bloc là, un bloc là. Avant que les données arrivent, déjà afficher ces blocs-là. Et après, quand les données vont arriver, ça va remplir ces blocs-là. En termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment intéressant parce que l'utilisateur voit qu'il se passe quelque chose et surtout on n'a pas le truc blanc qui attend. Et ça c'est important. Le chargement de la page peut être optimisé. Donc par rapport aux assets, on peut avoir différents assets selon les définitions d'écran. Si on n'a pas un écran Retina, ça ne sert à rien de prendre une image qui est trop adaptée, quoi. Un truc aussi qui paraît comme ça évident, mais c'est télécharger uniquement ce qui est nécessaire. Si votre application elle a besoin de jQuery à un moment donné, est-ce qu'elle en a besoin dès la page d'accueil? Pas forcément. Donc ça sert à rien de la mettre dès la home, charger jQuery, ça sert à rien. Il y a HTML aussi permet de faire des chargements asynchrones au niveau de vos scripts, donc pas hésiter à s'en servir. Et après il y a tout ce qui est des optimisations au côté serveur, donc avec tout ce qui est minification, compression de vos fichiers JavaScript ou CSS. Et enfin, ne pas hésiter à mettre en place le HTTP caching. Ça marche plus. Si, voilà. À toi. Merci. Ne vous inquiétez pas, on va faire plusieurs démos et vous allez voir du code pour ceux qui sont intéressés par le code. On parle beaucoup, mais on va faire aussi la présentation avec le code, vous allez concrétiser tout ça. Comme a dit Guillaume tout à l'heure, que les progressive web apps, une des checklists qu'on doit remplir des progressive web apps, c'est le offline. Et qui dit offline, web, c'est un peu en contradiction entre guillemets. Mais en fait, c'est comment on peut servir du web alors qu'on est en offline. C'est là où
Les progressive web apps introduisent une sorte de proxy qui est côté client, qui lui va prendre la main lorsque vous allez faire des requêtes vers votre serveur. C'est ce proxy-là, c'est ce qu'on appelle les service workers. Voilà. En gros, n'importe quelle requête sur soit un asset statique, genre une image ou du code ou votre page HTML ou quoi que ce soit, elle sera interceptée par le service worker et après le service worker dans lequel on va implémenter ce qu'on appelle des stratégies. Tout à l'heure, on va voir un peu plus en détail. Et en fonction de ces stratégies-là, il va lui soit envoyer la réponse depuis le serveur, soit chercher dans son cache. En fait, voilà, on va vous détailler un peu plus ça tout à l'heure. Voilà. Si on suit un peu le cycle de vie, ce que je viens de dire, le cycle de vie d'une requête HTTP, l'application elle va demander la requête, le service worker il va l'intercepter. Et si on est en online, ça c'est le cas typique, hein, si on est en online, bah, on va interroger le serveur et envoyer la vraie réponse. Si on est en offline, eh ben, on va interroger le cache et on va renvoyer une réponse depuis le cache. Ça sous-entend que la première fois, si on n'a pas Internet, il n'y a rien qui marche. C'est logique. Mais la première fois, généralement, on a Internet. Mais c'est là où, après, plus tard, on n'a pas Internet. Du coup, on peut avoir quand même du contenu. Le service worker, c'est comme ça que ça se passe en enregistrement. On teste si, normalement la bonne pratique c'est qu'on teste si le navigateur supporte les service workers parce que le support il est partiel, on va vous dire ça tout à l'heure. S'il est implémenté par notre navigateur, on va l'enregistrer. Le service worker il s'enregistre dans le scope où il est déclaré. Il peut avoir aussi un scope, si on veut l'enregistrer dans un scope un peu plus bas, c'est possible. Mais généralement, par défaut, on le déclare dans public et son scope c'est public et il va intercepter toutes les requêtes qui vont s'exécuter dans public et c'est lui qui va les contrôler, quoi. Voilà. Généralement, moi, surtout mes applis, je fais le scope slash et je mets mon service worker dans slash. Voilà. L'exécution du service worker, et c'est là où c'est la partie un peu intéressante, la partie la plus intéressante des service workers, c'est le fait qu'il tourne dans un thread à part. Donc il ne va pas plomber vos performances de votre appli, il va vraiment avoir un thread à part, et en plus de ça, vu qu'il tourne à part, même si vous n'utilisez pas votre application, il va continuer à tourner. Et c'est ça plus tard où les notifications, c'est géré comme ça. Je ne suis pas sur mon appli et mon appli elle m'envoie une notification, c'est parce que le service worker il continue à tourner dans ce thread à part et c'est lui qui va prendre en charge ça et il va vous afficher les notifications. Il n'a pas accès au DOM mais il peut traiter des événements. Voilà. Les événements, il y a deux types d'événements. Il y a des événements fonctionnels et il y a les events et les functional events. L'event, c'est les événements du service worker, c'est son installation, son activation et lorsqu'il reçoit des messages, quoi. Et les functional events, c'est là où, lorsqu'on va faire une requête HTTP, c'est l'événement fetch qui va être envoyé. Pardon. Et lorsqu'on va faire une synchronisation, par exemple, lorsqu'on va faire une synchronisation entre ce qu'on a en local et sur le serveur, c'est l'événement en signe qui va être envoyé. Pareil, lorsque le serveur il nous envoie des notifications, c'est l'événement push. Voilà, lors de l'installation, c'est le premier événement qui va être envoyé. Et c'est là où le service worker, c'est la phase de préparation du service worker. C'est là où on va créer et peupler le cache. Et une fois que c'est fait, après installation, le service worker, on va dire que c'est là où il va contrôler la page. C'est-à-dire si on va faire une deuxième requête sur cette page-là, une fois que le service worker est installé, c'est lui qui va prendre la main et qui va répondre à la place du serveur. On va dire c'est lui qui va prendre la main et qui va dire, en fonction de la stratégie où le service worker est... la stratégie implémentée dans le service worker, c'est là où lui va répondre en fonction de ça. Voilà, le bout de code c'est comme ça, hein. Vous allez les voir tout à l'heure dans la démo. Voilà. Pareil, en fait, ici on utilise une API pour accéder au cache et
qui s'appelle cache, qui permet de stocker une paire requête-réponse. Vous voyez ça comme ça. Chaque requête, on l'enregistre avec sa réponse sous forme comme un couple, quoi. Et après, à chaque fois, c'est là où le service worker il va dire ah bah c'est cette requête là, à ce moment-là, je vais envoyer la réponse qui correspond. Alors, à noter que le cache, il est indépendant du cache navigateur. Et il est persistant et vraiment indépendant du cache navigateur. C'est pas parce que plus tard dans Chrome vous allez faire vider le cache que ça va enlever tout ce que vous avez mis dans le cache de l'application. C'est vraiment à part. Voilà. Un deuxième événement qui est envoyé une fois que après l'événement d'activation, c'est l'événement d'install, où c'est là où si nous côté serveur, on fournit une nouvelle implémentation du service worker, c'est là où c'est cet événement-là qui va être envoyé et qui va nettoyer le cache précédent. C'est-à-dire si jamais on a changé ces assets statiques et tout ça, bah, à la prochaine, au prochain déploiement, c'est là où on va enlever cette snapshot qu'on a enregistré de ces assets et on va mettre la nouvelle version. Vous allez voir tout ça aussi. Et pareil, une implémentation du Activate, c'est là où on dit on va itérer sur les clés du cache et on va enlever ça. On va enlever l'ancienne version du cache. Alors on voit qu'on utilise beaucoup tout ce qui est promise. Donc c'est vrai que pour faire tout ce qui est service worker, il faut être assez à l'aise quand même avec ces features-là. Voilà. Ouais, la synchrone est... Maintenant, on va passer à la démo. Lors de cette première démo, on va vous montrer une implémentation très très basique, hein, c'est quasiment vide d'un service worker, et le manifeste dont Jérôme avait parlé, dont Guillaume avait parlé tout à l'heure, et c'est là où on va voir le comportement de l'application. Elle va nous demander d'ajouter l'application à l'écran d'accueil. Pour faire ça, on a fait une petite appli, on a donné ce talk-là au Jog Summer Camp il y a peu de temps, et l'appli c'est celle-là. Elle présente en fait la liste des talks qu'il y avait au Jog, donc là on l'a adapté pour qu'elle montre les talks de Pwn. On a pu voir l'application shell avec le header et les différents blocs. Voilà. Ça c'est l'application, ça c'est la liste des talks. L'idée c'est qu'on puisse après le cas d'utilisation de cette appli c'est plus où on va dans une conf où il y a plusieurs talks et on ne peut pas assister à tous les talks et on peut créer notre propre programme. Et l'idée c'est que avant le démarrage du talk, on reçoit une notification pour dire ce talk qui va démarrer dans peu de temps, et comme ça nous on va se dépêcher pour aller à la salle en question. Alors à noter que l'appli est en avance sur le site de Pwn. Nous on a le talk de décembre qu'eux ils n'ont pas encore. Voilà. Ça c'est la surprise pour Jérôme. Voilà. Certainement pas. Voilà la liste des speakers et les favoris. Voilà. Ça prend un peu plus de temps. Ça prend du temps parce que c'est pas dans le cache. Voilà. On a préparé aussi un petit émulateur mobile sur lequel on va lancer notre appli. Et on va voir comment elle va se comporter. C'est bon. Voilà, déjà elle est responsive, ce qui est une bonne chose. Et on a fait la CSS nous-mêmes. Hein, ouais. Ça se voit. ça se voit, non? Vert sur bleu, c'est ce qu'on fait. Alors, on n'est pas responsable des couleurs. Hein, on a pris l'identité visuelle du site. Ouais, chacun C'est vous qui l'avez fait quand même. C'est pas comme ça. Voilà, là si on se met en Airplane Mode, on voit que l'application elle nous a pas demandé quoi que ce soit. Après le Airplane Mode je le ferai tout à l'heure. Ouais. Là l'application elle est là, elle est accessible via la barre de navigation et elle nous a pas prompté au début lorsqu'on est allé. L'appli web standard quoi. Alors on va se mettre. Alors nous la première étape, le HTTPS, c'est donné par là où on a déployé l'appli. Voilà. On va créer le fichier manifeste.json. JSON, oui, merci. Allez, voilà, et là,
Voilà. J'ai préparé quand même des trucs parce que sinon je vais mettre 20 ans à écrire tout ça. Très productif. Du coup, voilà, là c'est le nom, comme a dit Guillaume tout à l'heure, le nom de l'appli. Ça c'est les différents assets pour que ça s'adapte bien sur les différents desktops, sur les différentes tailles des devices sur lesquels l'application s'exécute. Sinon on ne va pas pixeliser des images et des trucs comme ça, sinon ça ne va pas être beau. Voilà, le mode c'est standalone, le start URL c'est slash, le fill color, voilà, background color et le mode, l'orientation c'est parti. Voilà, là on va l'importer. Pareil, je vais aller trop vite pour vous. Boum. Voilà. On va aussi ajouter une implémentation du service worker. On va faire service-worker.js. Voilà, et là, MT, service worker, c'est ça? Non, SWE. Voilà. Voilà. C'est pas facile. Et là, après. Donc là, il fait rien en fait, il écoute juste fetch et il fait rien. Par contre, on l'a pas enregistré. Il faut qu'on l'enregistre. Comme tout à l'heure, on avait dit, on est sur l'événement d'un stade. Voilà, on va dans SRC de notre application. Dans Index, ici, on va créer. Pardon. Ça m'a perturbé un peu le register. En fait, c'est mis un S. T'as mis Sergister. Je vais l'exporter. Register. C'est pour ça qu'il a fait des snippets de code. Voilà. Et là, je fais. Boum. Voilà. On va vous expliquer ça. Comme tout à l'heure, un if service worker in navigateur. Au moment où la page elle est chargée, on va appeler la fonction register service worker. Ici, navigateur, comme le code de tout à l'heure, navigateur.service worker register. Une fois qu'il a été enregistré, on exécute ce petit bout de code là. Après ce petit bout de code là, en fait, il va nous servir tout à l'heure. Hein, vous allez voir si l'état il est installé. On va afficher une petite notification si jamais l'implémentation du service worker a changé, et comme ça on notifie nos utilisateurs, on incite nos utilisateurs à rafraîchir leur page. Si jamais on a fait des modifications sur nos assets ou des trucs comme ça, il y a une petite pastille dans l'appli, c'est une des bonnes pratiques à implémenter dans les progressive web app, une petite pastille qui informe les utilisateurs qu'il y a une nouvelle version des services workers, et comme ça ils cliqueront dessus et vont rafraîchir leur page, et c'est comme ça ils auront la nouvelle version des assets et des API. Pour savoir que ça a changé, en fait, il compare juste le service worker qu'il a déjà et celui qui arrive, puis il fait de la comparaison vraiment vite à vite et voir si ça a changé. Et ben on passe dans le bout de code. Voilà. Après, la pastille, c'est comme ça. Hein. Pour l'afficher, on fait un point style. C'est pas très conseillé par les gens qui font du CSS. Nous, on fait comme ça. On n'est pas des experts. Voilà, normalement, après, dans l'index, il faut quand même qu'on l'appelle, hein, ce petit bout de code. Import. Là, j'ai pas fait de snippet. Elle est exportée en default et je peux le mettre tout au long. Voilà, et là, je fais. Voilà. Là voilà, c'est appelé. Donc on a enregistré le service worker, on l'a créé, il est vide, et on a créé le fichier manifest. Là on va déployer. Du coup on va faire yarn deploy. On déploie sur Firebase. On déploie sur Firebase, et en fait ça nous a permis aussi de tester le déploiement des fonctions Google, en fait, de function as a service, et ça marche vraiment bien. Ça marche, voilà. Ça n'a rien à voir. En fait notre serveur c'est une fonction. Mais pour avoir le HTTPS et pour ne pas utiliser genre des services sur le cloud qui permettent de faire ça. Dans le code, on a montré là. On n'a pas lancé l'items. Voilà. On peut lancer, remarque. Il est déployé. Il est déployé. On va maintenant rafraîchir notre page.
pas marché. Merci, moi je l'ai. Si, ouais, c'est sur. Moi je l'ai. Hein. Pas la... Ouais, bah en fait, sur ça, je sais pas ce qui. Pourquoi il n'a pas mis à jour. Les éditeurs, c'est. Si vous allez, vous, sur pwn-demo-app.firebase.com, ça propose en fait d'ajouter à l'écran d'accueil l'appli. Après, sinon, on peut voir dans le navigateur. Hein. Dans le navigateur, on voit le manifeste qu'on a mis en place là. Pardon? Alors c'est pwn-app.firebase.com. .firebase app. Ah oui, ça. Eh oui. .com. On va tricher un peu, on va l'ajouter depuis l'écran d'accueil d'ici. Mais normalement c'est censé le faire. Vous un navigateur pour voir si on a bien les logs. On a bien le manifeste, on a bien le service worker qui est enregistré. Ah, je sais, le service worker il n'a pas été enregistré, ça c'est une lettre de ma part. Le service worker, ah non. Et je l'ai ajouté service worker. Non, mais sinon je l'ai fait. Oui, c'est bon. Bah en fait sur le navigateur elle est là et du coup on peut même faire le add home screen. Elle est là. En fait sur les navigateurs on peut vraiment après je voulais vous faire la démo, on a mis l'émulateur mais on peut tout faire avec le navigateur. Là il y a le add home screen même et si ça marche sur le navigateur ne vous inquiétez pas, ça marchera sur les vrais devices. Et si je fais add, il va me proposer le nom de l'appli et voilà. Avec le logo. Et je fais create et elle est dans mes apps. Je peux même la voir ici. On est dans tes apps Chrome. Elle est là. Vous voyez? Voilà. Je peux cliquer dessus. Voilà. Après, le seul truc qu'on ne peut pas voir ici, c'est le mode standalone. Mais Guillaume, il a mis en place. Voilà, ça c'est pour la première démo. Du coup, je te laisse la parole sur la partie suivante. Tu veux pas montrer Lighthouse? Oui. Il y a des outils qui permettent en fait de tester votre application et de voir si elle répond aux critères d'une progressive web app. Donc il y a un outil fait par Google qui s'appelle Lighthouse qui vous êtes sur l'URL de votre application, c'est une extension Chrome et vous le lancez puis après vous le laissez faire. Donc voilà, donc il fait plein de tests, donc si ça répond quand il n'y a pas de connexion, le temps de chargement, etc. Et il fait aussi pas que ça, il donne aussi des astuces pour optimiser vos chargements de page. Et là où vous pourriez gagner du temps, il vous donne des infos aussi sur votre SEO, sur l'accessibilité et avec aussi comment faire et des liens pour vous aider à faire le truc. Bah là, on va voir tout à l'heure avec l'outil. Ça c'est le rapport de Lighthouse qui s'exécute. Bah là il nous génère un rapport sur les performances de notre appli, elle n'est pas très performante. Les best practices ça va, on code bien. Par contre sur l'aspect progressive web app, on est à 69% et on clique dessus, il va nous dire elle répond pas au moins de 200 millisecondes si on est en offline. On n'a pas mis le support offline, donc pas encore. Elle ne prend pas enable to fetch start URL. Parce qu'en fait en offline il peut pas, il a pas, attends, successfully serve manifest service worker. Ça c'est pas normal, il dit ça. Et voilà, en fait vous avez ça et après même vous cliquez ici. Et vous avez un learn more, comme ça vous apprenez même vous comment implémenter ce genre de truc. C'est vachement bien documenté en fait, c'est vraiment bien fait. Voilà, on l'exécutera normalement à la fin et on va espérer avoir un 100% sur les progressive web, l'aspect progressive web. Donc, comme on a vu, le service worker répond à l'événement fetch notamment. Donc c'est lui qui intercepte les événements qui passent sur le réseau et qui les intercepte. Et donc lui, il regarde dans son cache s'il y a une réponse. Et suivant la stratégie,
de cache implémentée, il renvoie celle du cache, ou il fait l'appel réseau, ou il fait les deux. Enfin, il y a plusieurs stratégies possibles, c'est ce qu'on va voir. Donc globalement en termes de code, voilà, ça se fait à peu près comme ça. Donc là, il regarde si c'est dans le cache, si c'est dans le cache, il répond. Et si c'est pas dans le cache, en fait, il effectue le vrai appel réseau au fetch. Et dans tous les cas, il renvoie la réponse et il peuple le cache. La première stratégie de cache qu'on a là, c'est donc le cache only. Il va chercher uniquement ce qu'il y a dans le cache. Donc, typiquement, c'est les ressources statiques. Tout ce qui est ressources de votre application, ça sert à rien qu'il aille les fetcher à chaque fois sur le serveur. Elles n'ont pas changé entre temps, donc il peut faire que ça. Donc à l'inverse, voilà, il y a le network only. Donc typiquement tout ce qui est ping analytics, ça sert à rien de mettre ça dans le cache. C'est vraiment pas l'utilité, c'est un peu idiot. Du coup, là on va chercher que sur le réseau. Il y a le caching first, donc en gros il va d'abord regarder dans le cache, et si c'est pas dans le cache, il va regarder il va vraiment faire l'appel fetch sur le réseau pour récupérer les infos, et après mettre à jour le cache bien évidemment. Typiquement c'est ce qu'on a la plupart du temps. Il y a le network first à l'inverse, donc c'est par exemple tout ce qui est avatar, des choses qui peuvent changer régulièrement. Il va regarder sur le réseau et si le réseau ça marche pas, il va chercher dans le cache et puis il renvoie la réponse. Là il faut faire attention, ça dépend de votre vitesse de connexion, vu qu'il y a l'appel réseau qui est fait systématiquement. Et tu mets un timeout ou un truc comme ça? Tu peux dire si tu ne réponds pas dans les 400 millisecondes, ok, passe sur ton cache. Il me semble que c'est paramétrable, oui. Ouais. C'est paramétrable. Après, il y a même, on peut même implémenter notre propre stratégie de cache où là on fait tout ce qu'on veut. Que les jours perdent, tu fais le fetch, tu peux. Il y a une autre stratégie qui est le cache puis le network. Typiquement, quand vous avez Twitter, que vous allez dessus, vous avez directement vos derniers tweets, et après, vous attendez un peu, il y a marqué afficher les nouveaux tweets. Typiquement, si cette stratégie qui est implémentée, la page elle va d'abord chercher dans le cache, elle fait l'affichage, et en parallèle, elle fait l'appel réseau. Et quand il y a la réponse du réseau, donc là, ça notifie la page pour dire il y a des nouveaux trucs. Donc là, Twitter, ils mettent un bouton pour permettre d'afficher. Et sachant qu'ils ont affiché en haut. Quand vous faites ça, faire attention à ne pas supprimer un élément avec lequel interagirait l'utilisateur. Ce serait dommage. Et surtout, il ne comprendrait pas, lui, ce qui se passe. Autres usages des service workers, on a dit tout à l'heure que ça s'exécutait dans un thread à part. Donc si ça s'exécute dans un thread à part, ça serait un bon cas d'utilisation de ça, c'est les notifications push. Et du coup, avec les service workers, en fait, on peut envoyer des notifications depuis le serveur et lui il va les intercepter. Et même si on n'utilise pas notre application, il va nous les afficher quand même. Voilà, si on suit un peu le cycle de vie, voilà le message de push il s'envoie, le service worker il l'intercepte. Il peut l'envoyer tout court, directement, il n'a pas besoin de faire des appels. Mais par contre, nous, si jamais, au moment où on va notifier, on doit charger aussi du contenu ou mettre à jour des choses, on peut le faire. Mais par contre, il faut faire attention ici à ne pas faire énormément de requêtes, sinon ça va bouffer la batterie. Voilà. Réception des messages depuis le serveur, c'est ce que je viens de dire. Si on suit un peu le cycle de vie, pareil, en l'enregistrement du service worker, on demande une inscription au serveur de push. Une fois qu'on a récupéré l'objet subscription du serveur push, on l'envoie à notre serveur applicatif. Et après, notre serveur applicatif, depuis notre serveur applicatif, on peut dire au serveur de push, envoie la notification à la souscription qu'on vient d'enregistrer, et lui il va l'envoyer, et le service worker il va l'intercepter, il va l'afficher et faire justement des traitements si on a besoin. Voilà, dans le code ça se passe comme ça. Une fois que le service worker est prêt, on s'enregistre on s'enregistre au push manager à Subscribe, on peut faire l'objet souscription. On l'enregistre côté serveur, ça se passe comme ça, là. Fetch, register URL et on envoie l'objet souscription. Et après, ça c'est le code à écrire côté service worker. Une fois que
le serveur applicatif il a demandé au serveur de push d'envoyer une notification et le serveur de push il l'a envoyé, c'est le service worker qui l'intercepte et qui va l'afficher. On va vous montrer ça aussi lors de la démo. Ça marche. Ouais, moi aussi je pense que ça va marcher. Bon, on le fera avec un navigateur. Un autre cas aussi d'usage, c'est la synchronisation en background. On ne peut pas parler de background sync si on ne parle pas aussi de offline storage. Si vous vous rappelez tout à l'heure, Guillaume il vous a parlé des capacités de HTML5. Et des capacités de HTML5, c'est qu'on peut avoir un système de stockage côté client avec une API bien faite qui nous permet d'avoir l'équivalent d'une base SQL côté web, quoi. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser et enregistrer. Par exemple, si en offline, on peut autoriser, je ne sais pas, écrire un commentaire ou faire quelque chose, on peut quand même le permettre. Et le device, du moment où il récupère la connexion, il va envoyer l'événement de synchronisation. Et c'est là où on peut synchroniser notre base en local côté mobile avec la base côté serveur. Et ça, c'est intéressant aussi, on l'a implémenté dans l'application. En gros, on peut mettre en favori les talks, et si jamais on n'a pas internet, on les met quand même. Et si jamais on récupère internet, c'est là où c'est là où le service worker il va envoyer un événement. Non, c'est là où on va recevoir un événement de background sync et le service worker il va synchroniser avec le serveur. Et ça c'est intéressant aussi en termes de support en offline aussi. Voilà. Du coup, on va passer aussi, on va vous montrer tout ça à la démo. On va vous faire trois parties. La première partie, c'est le support offline. On va essayer de mettre en cache tout ce que, avec une stratégie simple, on va utiliser la stratégie cache first. On va essayer de mettre tout en cache et couper Internet et voir comment notre application se comporte. La deuxième étape, ça sera, on va supporter les notifications et on va voir que l'application, elle va nous envoyer des notifications si on demande au serveur de push de nous envoyer la notif. Et le troisième cas d'utilisation, c'est on va faire des opérations sur notre application en offline et on va réactiver Internet et on va voir que tout seul, le service worker va gérer la synchronisation avec le serveur. Voilà, on commence. Pour la première partie, en fait, j'ai toujours... Alors, pardon. Pour la première partie, en fait, on a vu, on va pas écrire toutes les écoutes sur Fetch et tout ça dans le service worker. Il y a des plugins qui existent et qui nous permettent de faire ça. Et de faire ça bien aussi, parce que par exemple pour les assets statiques, ce plugin nous permet aussi de générer un couple hash le fichier, et comme ça si jamais le fichier change, son hash change, et du coup il sait que l'implémentation du service worker elle va changer, donc l'utilisateur il sait qu'il doit rafraîchir sa page pour avoir la dernière version de l'asset par exemple. Et du coup ce plugin il s'appelle SW Precache, c'est un plugin des gens de Google. Du coup, on va... Il y en a plusieurs plugins qui existent, ça c'en est un parmi d'autres. Il y a Workbox aussi. Il y a Workbox aussi qui est aussi Google, je crois. Ouais. Voilà. Du coup, le service worker, on va aussi vous montrer le résultat du service worker après l'exécution du plugin. Comme ça, vous voyez tout ce qu'on vient de parler. Le temps de déploiement. Voilà, ça c'est la configuration du plugin. Ça c'est le nom du cache. On peut avoir des caches nommés si jamais on veut. On fait plusieurs applications et on veut les utiliser sur un navigateur. Chaque application elle aura son propre cache et elle aura le nom de son propre cache. Voilà. On dit que le résultat ça va être dans public/service worker, le même fichier que j'ai créé tout à l'heure. Il va l'écraser. Et après, il va là, on met tous les assets statiques, tout ce qui est index HTML, on va le mettre en cache, tout ce qui est les images, tout ça, il va bien les mettre en cache avec des hashes comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et après,
Ici, c'est le support offline des différents API. Là, pour afficher la liste des speakers et afficher la liste des talks, on appelle ces API-là. Et là, on met le handler cache first. Et on peut aller plus loin et implémenter nos propres handlers. Il y a aussi Fastest qui est aussi assez utilisé, ou en gros le plus rapide des deux. Après, forcément, le plus rapide, c'est toujours le cache. Le réseau, il n'a jamais été plus rapide que le cache. Voilà. Et ça, on vous parlera tout à l'heure. Ça, c'est vu qu'on n'a pas la main sur le service worker, vu que c'est le plugin qui le crée, pour ajouter par exemple le code de tout à l'heure des push, pour l'ajouter dans le service worker, on peut les créer dans des fichiers à part et l'importer ici, comme ça. Mais après, on va vous parler ça dans la prochaine étape. On va enregistrer ça et normalement c'est bon, il n'y a rien à faire de plus. Si vos fichiers statiques, c'est des choses générées, par exemple avec Jade ou choses comme ça, c'est aussi possible de les mettre là-dedans et de faire la même dynamique pour dire que sur telle URL, c'est tel ensemble de fichiers qui répond. C'est tel fichier Jade, plus celui-là, plus celui-là. On peut faire pas mal de choses. Voilà, entre-temps, on va voir la tête de notre fichier. Elle est là. Bon, il y a plein de commentaires déjà. Et après, voilà. Vous voyez, là c'est le couple, je vous ai parlé, le couple fichier H. Fichier H, c'est là, à chaque fois qu'on change le contenu de fichier et on exécute le plugin, il va changer le H et du coup c'est là où l'implémentation carrément du service worker change et c'est là où l'utilisateur il va rafraîchir et c'est là où le cache il va être dépeuplé et repeuplé. Voilà. Après, si on peut chercher aussi, tout à l'heure on a dit fetch. Oui, sur l'événement install, c'est là où il va dire new request, et il va exécuter le fetch. On peut voir aussi toolbox, c'est ça s'appelle comme ça. Oui, SW toolbox. Tout à la fin, je crois. Oui, c'est tout à la fin, c'est là. C'est là où il dit, en fait, il utilise aussi ce qu'ils appellent SW toolbox, où il crée une sorte de routeur, et c'est là où, en fonction de chaque stratégie de chaque API, c'est là où il va exécuter le code qui. Vous voyez, on a écrit cache first, c'est bien cache first ici. Voilà. Entre temps, ça s'est déployé et là on va essayer de voir. Voilà, vous voyez la pastille de tout à l'heure, ça s'est affiché, c'est celle-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire il a détecté que le service worker il a été mis à jour et c'est là où le code qui affiche le style en inline et qui va dire c'est bon, il y a une nouvelle implémentation du service worker, rafraîchis. En cliquant sur ce bouton là, on va rafraîchir la page. Et c'est là, voilà, ça c'est la nouvelle version qui est censée fonctionner en offline. Là on va couper internet. Tu peux montrer le cache? Oui. Offline. Et là on recharge. Déjà, une des bonnes pratiques aussi de faire sur les progressive web apps, de dire à l'utilisateur qu'il est offline aussi. C'est bien aussi de voir parce que des fois on dit ah ce contenu là c'était pas le bon, j'ai ajouté ce paragraphe là alors que je le vois pas. Alors que s'il voit qu'il est offline, il sait que il n'a pas la dernière snapshot, il a des choses qu'il cache. ne pourra pas faire quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, la page des speakers, on n'y avait pas été. Du coup, elle n'est pas été cachée la première fois. Du coup, on est hors ligne, il ne va pas l'inventer, il ne peut pas aller la chercher quoi. Voilà. Là, si on remet Internet, et on recharge, là c'est dans le cache, on remet offline, on recharge, on remet. Là, il sait la traiter parce que voilà, il a mis en cache. On peut voir aussi ici, dans l'onglet application, on a. Et c'est là, et là on voit tous nos assets. Et en dessous, c'est Et en dessous, c'est les appels. Si tu cliques dessus, on le voit. Ouais. Voilà. On a tout dans le cache, on peut être tranquille, l'application elle peut fonctionner en offline. Ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est qu'on va ajouter le support des notifications. Donc on va. Ouais, bon, on l'exécutera à la fin. Voilà, la deuxième étape c'est ajouter les. Alors le cache, c'est sympa de savoir où c'est dans le navigateur parce que quand on est en mode développement,
faut penser à le vider son cache, sinon des fois on ne comprend pas ce qui se passe, on a modifié quelque chose puis ça apparaît pas, parce qu'il a été chercher l'info dans le cache. Donc il faut penser à le vider régulièrement, quoi. Là, register notification, en gros, j'ai dit si mon service worker il est ready, j'appelle la fonction register for notification, et là, register for notification avec N+. Alors, le register for notification, ça fait ça fait registration.push manager comme on avait dit tout à l'heure. Et ici, en fait, c'est pas très important, mais c'est ce qu'on utilise pour que le serveur de push fasse la correspondance et sache à quel device il doit envoyer. Et c'est là où il va nous générer des objets subscription qui sont là, avec une clé partagée entre les deux. Et là, l'objet subscription, on l'enregistre sur notre serveur applicatif, comme tout à l'heure, il est là. Notre serveur, il va avoir autant de subscriptions que des gens qui ont accepté les notifications. Et après, au moment où on va lui dire envoie telle notification à telle souscription, il va prendre la bonne souscription, il va l'envoyer au serveur de push, en lui disant envoie-moi la notification à telle personne. On peut même vous montrer un peu le code côté serveur si vous intéresse. Voilà, une fois c'est bon, ça pareil pour le truc, pour encoder ça, c'est pas très important. Il faut maintenant ajouter le code côté service worker qui va intercepter la notification et la traiter. Là, comme j'avais dit tout à l'heure, excuse-moi parce que je ici. Du coup, ici dans le web, voilà, on va importer les scripts. On a dit qu'on n'avait pas la main sur le service worker. Et du coup, c'est là où on lui file des scripts qu'on écrit nous-mêmes et qu'on va les importer. On va enlever le sync support parce qu'on n'a pas encore implémenté, mais on remettra plus tard. D'ailleurs, je peux même faire ça. Oui, sinon je vais me tromper. Oui. Tu ne me fais pas confiance? Non. Ok. Voilà. Voilà. Et là, côté ici. Qui est passé perdu. Ah, bien vu. Merci. Et ici, public, je vais ajouter push support. Voilà. Et là, t'as oublié le point JS. je pense qu'il le met tout seul. Moi je pense pas. Bien sûr. Je suis où? Quand tu mets le module, push support, on met le point JS. Je peux faire rentrer. Quoi? Je peux faire rentrer pour le nommer. Ah oui, merci. Les snippets c'était vraiment important. J'aurais une snippet pour créer mon fichier. Ouais, c'est la prochaine étape. Il ne viendra plus alors du coup. Et là, il faut un snippet pour mes snippets aussi. Oui. Voilà. Là, voilà, du coup, self.add_event_listener, c'est les codes de l'événement push. On récupère ce qu'il y a dans les datas qu'on a envoyées depuis le serveur et on va faire self.registration.showNotification. Et ici, on ajoute un petit bout de code qui dit lorsqu'on clique sur la notification, qu'est-ce qu'on fait. Aussi, on peut aller plus loin et faire par exemple du deep link, c'est-à-dire si depuis la notification on veut aller dans tel paragraphe ou de tel article, on peut le faire. On n'a pas besoin d'aller sur un appli mobile, on doit faire la navigation, des trucs comme ça, ça se fait mais c'est un peu plus dur. Mais là, vu que c'est du web, si on a bien fait notre routeur, on peut indexer direct la bonne page et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait ici. On va sur .demo Firebase app /program /data.talkid et on va directement sur le bon truc. Voilà. Là on a ajouté ça. On peut déployer. T'as tout sauvegardé? Je pense. Voilà. Je peux vous montrer vite fait la partie serveur. La partie serveur. Là, Non, ça c'est pour enregistrer les souscriptions. C'est API Notify. Nous, tout à l'heure, pour envoyer des notifications, on va appeler depuis curl ou Postman, je ne sais pas quoi, pour notifier les personnes.
L'idée, c'est, on a même développé un cran ici avec un certain intervalle, c'est un petit truc qui va tourner tous les jours, toutes les heures, pardon, et qui va vérifier si la date du talk c'est demain, il va notifier les personnes pour dire demain il y aura le talk de machin. Mais nous, pour la démo, on a créé cette API là, et du coup c'est là où on a on a l'objet souscription qui est là, qu'on a récupéré depuis les subscribers, et on dit que on va l'envoyer, et c'est là où on utilise web push côté serveur, où on fait send notification, où ils passent la souscription. C'est la souscription qu'on a enregistrée tout à l'heure, au moment où on a fait le push manager. Et on met le payload dedans, et c'est là où on va mettre le titre, l'image, machin, et ça va s'afficher comme ça. Entre temps, normalement ça s'est déployé. Ah, il y a une erreur. Voilà. On attend. Ça se dévoile. J'ai une question maintenant. Oui, c'est... Le pricing de Firebase, c'est comment? Le pricing de Firebase, là j'ai utilisé tout ce qui est gratuit pour l'instant. Après, je sais que en fait, il m'a loué une petite mémoire pour exécuter, pour lancer mon applicatif, quoi. Et je sais pas pour le pricing. Je pense qu'il se retourne par rapport à la durée de la requête. C'est-à-dire si la requête, si tu vas envoyer la taille de requête et la durée aussi. Cette requête-là, elle a mis beaucoup plus de temps que la normale, et du coup c'est là où ils disent, je pense qu'ils ont un petit time-out, c'est ça. Mais j'ai pas pris une solution payante, donc je sais pas. Là c'est héberge l'appli, c'est ça qui gère les notifications aussi. Le web push. Le web push, on utilise JCM et c'est pas Firebase. Ah oui, c'est Google Cloud Messenger. Ouais. On est en galère, hein? Ouais. Bon, après, j'ai pas besoin de tout builder à chaque fois, mais... Ah mais ça, faut voir l'enlever. Je peux entre-temps peut-être me connecter sur mon appli. Désolé pour cette imprévue d'Internet. Ah, là, On bouge plus. J'ai pas. Éteignez vos téléphones. Ah, c'est bon. Voilà, là c'est déployé. Bon, il va juste nous donner la main. Vous êtes hors ligne. Ah bah tout à l'heure j'étais hors ligne, j'ai pas réactivé. Ah non. Bah, tu vois, non, c'était bon. Voilà, on a la mise à jour. Et puis... Ah, voilà. Et là, il nous demande, cette application, tout à l'heure on a parlé de la sécurité et que les applis doivent demander avant d'utiliser, d'interagir avec les devices ou les périphériques du device, et où nous notifier. Bah là, elle nous demande, et du coup, on va pas faire bloc quand même, on va faire allow. Ça marche sur iOS Safari et le Tiffany, c'est ça? Pas encore. D'accord. On va dire le progressive web, ça nous intéresse. Les soirées GeoGIF, ça a l'air bien. Voilà. Puis BEM aussi, ouais, ça a l'air bien. Et du coup, ici, je vais vous montrer un... Ah oui, j'ai fermé Postman. Ça va prendre du temps à sauter. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, j'étais sur la bonne URL directe. C'est cool. En fait, si vous voyez, le corps de la requête, c'est Talk ID, et Talk ID, c'est quoi. Et là, je fais send pour m'envoyer une notification. Ouais, le réseau, il est vraiment... Oh. Je pense que le réseau est pas. Bon, on va passer à la dernière étape. On va implémenter quand même la dernière étape, et on va voir si... c'est une histoire réseau, mais on va voir. Du coup, la dernière étape, c'est vraiment le support offline. Je vais tout enlever là, juste et rafraîchir la page et m'assurer que tout a été enlevé. Et après, on va ajouter. L'idée, c'est qu'on va couper Internet, on va mettre des favoris, et après, on va voir dans les logs qu'il les a synchronisés.
Ça aurait été génial si les notifications marchaient et on mettait un talk en favori et envoyait une notification directement Internet, ça marche, mais j'espère que peut-être ça marchera sur le prochain déploiement. Voilà. Du coup, ici, pour faire ça, on va créer un autre script en public qui s'appelle sync support.js. Voilà, et là, sync. C'est sync. Ça s'appelle comment? Sync support. Ouais, sync support. Voilà. Là, en fait, nous, pour avoir une base côté client, je vous ai parlé tout à l'heure d'une API qui nous permet d'avoir une base, c'est ce qu'on appelle la base IndexDB, en fait, qui est côté navigateur implémenté par... c'est le nom de l'API, on va dire, qui est implémenté par Chrome. Et pour attaquer cette base-là, il y a on peut l'attaquer directement ou on peut aussi l'attaquer avec des petites surcouches. Là, on a utilisé Dexy qui nous permet de faire une syntaxe un peu SQL pour pouvoir vraiment faire des requêtes SQL-like, juste pour charger des données ou enregistrer des données dans cette base-là. Et l'idée, à chaque fois qu'on fait un star ou qu'on l'enlève, il est vraiment écrit côté navigateur et il est synchronisé immédiatement avec le serveur. Et là, si on n'a pas Internet, il est écrit que côté client parce qu'il ne peut pas synchroniser côté serveur. Et c'est là où, lorsqu'on implémente le service, lorsqu'on implémente cette fonction-là qui permet d'écouter sur l'événement sync, l'implémentation de cette fonctionnalité-là nous permet de synchroniser avec le serveur. Cet événement-là, il va être envoyé du moment où le navigateur détecte qu'il y a du réseau. Vous allez voir tout à l'heure sync receive lorsqu'on va réactiver Internet. Voilà, sinon ici, l'idée c'est qu'une fois qu'on reçoit cet événement-là, on va synchroniser tous les favoris. On a mis même aussi la possibilité de writer les tolls possibles. Voilà, ici on appelle une fonction une API côté serveur qui permet de synchroniser tout ce qu'on a en base locale vers le serveur. Voilà, on ajoute ça et après on a juste à faire ça. En gros, on importe les deux scripts. Tout à l'heure, juste pour répondre à ta question, tout à l'heure, dans le service worker, là, il y a le import script. Je sais pas, il a été ajouté. Du coup, là, je rebuild et je redéploie. Voilà, normalement ici, l'API, elle va avoir la petite pastille là. Pour dire que le service worker il a changé, voilà. On le met à jour. Là, on n'a rien. Voilà, j'enlève le cache. Je mets network offline. Et là, je mets, par exemple, je sais pas, bin, machin, et la star et tout ça. Je réactive. Je vais quand même essayer de mettre... Bon, rien. Ça change pas. Comment on agrandit ça? Quelqu'un sait? Vous voyez là un peu? Je pense pas. Vous voyez pas? Attends. Genre zoom, il n'y a pas? Voilà, là je vais réactiver Internet. Ce qui est coché. Voilà, regardez. C'est sync receive juste en réactivant Internet. Et là, il a envoyé ces trois favoris là que je viens de mettre en place pour les envoyer côté serveur. Ils ont été synchronisés tout seuls. Et ça, c'est un concept qui est très important c'est un truc assez cool pour les progressive web, pour le support offline. En fait, on fait des trucs en offline sans qu'on le sache et l'application toute seule, elle se synchronise avec le serveur. Dès qu'il retrouve le réseau, il envoie un événement et c'est là où il se dit c'est bon, je peux y aller, je peux envoyer les données que j'avais pas envoyées. Voilà. C'est vraiment, en fait, Google, ils font ce qu'ils appellent les web APK et votre appli, elle apparaît dans la liste des applis et vous pouvez avoir la taille, tout
tout ce qu'elle consomme comme ressources, voilà, la batterie, tout ça, c'est vraiment considéré comme une appli en fait, et elle a son cache à part. Et il y a la notion de désinstaller aussi, Oui. comme si c'était une vraie appli, quoi. Est-ce que vous avez des questions de temps que ça charge? Oui. Moi j'ai une question assez bête. Là du coup j'ai essayé sur mon mobile et j'ai ajouté l'appli sur mon téléphone, comme si c'était une appli. Et un truc que je me demande c'est quel moteur de rendu, enfin quel navigateur Chrome. C'est Chrome. Ouais. Et genre si tu le fais sur iPhone, ça va automatiquement. Alors autant pour moi, je crois que c'est le navigateur avec lequel c'est ajouté, non? La première fois, voilà, c'est le navigateur avec lequel, en fait, tu étais la première fois sur ton navigateur, tu as fait ajouter à l'écran C'est d'accueil. celui-là, ouais. C'est toujours ce navigateur-là qui va. C'est lui qui Ouais. transfère la WebView en fait. C'est exactement ça, oui, c'est ça. C'est ça. Firefox, ils ont aussi, alors eux, le Add to Home Screen, il ne marche pas complètement chez Firefox, ils ont un autre truc, mais faut cliquer, je crois, vers la barre d'adresse, et après, ça fonctionne correctement. Voilà, là on a fini les démos. Non, C'est ça ça. c'est bon, on a tout fini. Quasi. Voilà. Je te passe la parole. Merci. Donc on parlait d'HTTPS tout à l'heure, c'est comme je disais, c'est vraiment un truc hyper important, ça permet d'utiliser la majeure partie des API d'HTML5, et notamment le service worker, et sans ça, ça ne marchera pas. Au niveau des outils, on a vu qu'il y avait Chrome DevTools qui est hyper important. Voilà, il y en a besoin, pensez à vider le cache. Lighthouse, on l'a vu, voilà, on n'a pas peut le forcément, relancer. bon, on n'a peut-être pas le temps. Comme tu veux. On verra tout à l'heure s'il y aura du temps. On peut lancer et continuer à parler. Le plugin, des plugins Webpack, donc je pense qu'il y en a d'autres et pas que Webpack existe. Donc on a vu la SW Precache, et comme on disait tout à l'heure, il y en a d'autres qui existent comme Workbox. Au niveau des compatibilités, tu en parlais tout à l'heure, on voit que c'est petit à petit, tout le monde s'y met, et même Safari fait les efforts pour implémenter les différentes features, donc ça montre que ça va dans le bon sens, et c'est un vrai signal positif, quoi. Bon, même si tout n'est pas encore ok chez tout le monde, on y vient progressivement. Bon choix, Titian. Merci. Au quotidien, il y a énormément de docs et de tutos sur que ce soit sur developersgoogle.com et tout ça, il y a énormément d'aide sur comment on fait pour faire ceci, pour faire cela, les différentes features. Là-dessus, il y en a vraiment partout et c'est vraiment chouette. Donc comme je disais tout à l'heure, pensez à vider son cache. En termes de bonnes pratiques, afficher quand le service worker a changé, pour dire que ça met à jour, de mettre à jour, afficher quand c'est online ou offline, c'est toujours bien pour l'utilisateur. Pensez à utiliser l'aspect navigateur, aussi l'émulateur, quand on n'a pas les devices qu'il faut. Quand il marche aussi. Il faut avoir un émulateur qui fonctionne, c'est le problème. Et quand vous n'utilisez pas de plugin, pensez à mettre à jour le service worker si vous changez un asset ou pas. Dans la vraie vie, parce que nous on a fait l'application pour Pwn, donc qui est très bien, hein, mais il y a... Qui est en avance par rapport à Pwn. En plus, qui est en avance. Ouais. Mais il y a des grands comme Twitter où eux, c'est vraiment l'un des premiers gros à en avoir fait une et ils ont montré que ça fonctionnait. Leur app Android, par exemple, elle faisait 23 mégas, la Progressive Web App, elle fait 600 kg. Donc voilà, maintenant quand le giga coûte cher sur l'iPhone, par exemple, bah, c'est intéressant. Ils ont vu aussi que le nombre de pages, les tweets et tout ça, que leurs indicateurs étaient vraiment très positifs, que le taux de rebond avait diminué, donc ils ont vraiment des très bons retours. Et il y a Konga, donc c'est un site de e-commerce au Nigeria. Donc le Nigeria, la plupart des utilisateurs ils sont en 2G, donc pour eux l'aspect fiabilité de la connexion était vraiment hyper important. Et la Progressive Web App leur a permis d'augmenter pareil leurs chiffres. Donc il y a plusieurs sites de e-commerce comme ça qui sont passés là-dessus. Il y a une des critiques, c'est que par rapport au store, il n'y a pas on ne peut pas rater l'application, etc., donner son avis et tout. Bah, il y a les réseaux sociaux qui marchent très bien. Et l'avantage, c'est qu'il y a les liens profonds, donc on peut aller directement à un endroit de l'application. Chose que sur les stores, sur les apps natives, c'est un peu plus compliqué des fois. Donc voilà, donc les réseaux sociaux, c'est un bon indicateur. Il y a Microsoft qui a un store pour les Progressive Web App. Donc pareil, ça montre que ça va dans le bon sens. Je te laisse résumer. Ouais. Pour la résumer, voilà,
On a vu le manifeste et avec le manifeste, on a la possibilité de prompter l'utilisateur et de lui proposer le fait d'ajouter l'application à son écran d'accueil et du coup ça sera plus facile elle sera plus accessible lorsqu'elle est sur l'écran d'accueil. Pareil, grâce aussi au manifeste, on ne voit plus l'écran blanc au moment où l'application se charge, on voit plutôt le splash screen avec nos couleurs à nous, notre logo et notre texte, quoi. On a le support offline aussi qui est intéressant, surtout lorsqu'on fait des applications qui affichent du contenu et le contenu il est assez statique. Si on n'a pas internet, c'est dommage qu'on puisse pas accéder à ce contenu là alors qu'il bouge très rarement. C'est cool d'implémenter ce support offline, quoi. On a vu aussi les notifications push grâce au service worker. On peut améliorer l'engagement des utilisateurs envers notre application en implémentant ça et du coup ils passeront un peu plus de temps sur notre application parce que ils ont été notifiés, ils vont aller la voir et passer un peu plus de temps dessus. Si tout marche bien, à ce moment-là peut-être on va se dire on va faire des progressive web apps partout maintenant. Mais en fait, dans la vraie vie, on ne peut pas vraiment parce que déjà, les services workers et les add home screen et toutes les API, par exemple, de offline support et tout ça, ils sont implémentés que par Chrome pour l'instant et partiellement par d'autres navigateurs. Hein. On sait que Safari, ils ont implémenté les services workers, mais pas le add home screen, par exemple. Du coup, pour faire toute une appli, ce qui se base sur ça, c'est un peu dommage. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche aussi d'implémenter les services workers sur une appli classique web où on envoie des notifications. D'ailleurs, si on voit Slack ou on voit Facebook ou je ne sais pas, on va sur le site et on reçoit les notifications sur notre navigateur comme si c'était, ils implémentent des services workers sans forcément que l'application soit destinée à être utilisée dans le mobile. La plupart il y a le starter kit de React qui maintenant, quand on crée une appli React, de base, il y a un service worker qui est créé. Ouais. C'est en train de devenir le standard. Le standard. Voilà. Bon, après, un des inconvénients aussi, c'est en fait tout n'est pas accessible. On a vu les API, mais contact, fingerprint, tout ça, c'est pas encore accessible. Peut-être que ça le sera un jour. Risque du X hétérogène. En fait, lorsqu'on fait une appli mobile iOS ou Android, avant de la publier sur les stores, il y a des gens, surtout sur Apple, il y a des vrais gens qui testent l'appli et qui disent si elle respecte bien les normes Apple, et si elle ne respecte pas, elle peut être rejetée. Sauf que là, vu qu'on est sur le web, n'importe qui peut faire n'importe quoi, et du coup on risque de perturber un peu les habitudes des utilisateurs, et à ce moment-là, c'est un inconvénient, vu qu'il n'y a personne qui contrôle derrière. On n'a pas de feedback parce que, comme avait dit Guillaume tout à l'heure, le rating et les commentaires, des fois même on trouve des commentaires super intéressants qui nous permettent vraiment d'améliorer l'UX de notre application. Là on ne l'a pas. Après il y a aussi les réseaux sociaux, les trucs comme ça, on peut s'en sortir sans ça. Les avantages, on l'a vu, l'appli elle se comporte comme si c'était une appli mobile parce qu'elle s'exécute en mode standalone, elle est accessible depuis l'écran d'accueil. La mise à jour, c'est juste un refresh. Voilà. Les technos, on sait faire du CSS, HTML, c'est moins coûteux quand même de trouver des développeurs mobile que des développeurs web, je pense. Voilà, c'est compatible aussi tout support. Pardon. C'est compatible tout support, avec le responsive, on peut l'exécuter sur un petit téléphone comme sur une grosse tablette. SEO friendly, si on référence bien notre progressive web app, l'utilisateur lorsqu'il va chercher son Google, il va tomber dessus. Alors qu'une appli mobile, c'est quand même, il faut y aller pour se mettre avec les grands et inciter les utilisateurs. Et aider les utilisateurs à trouver votre appli à vous que trouver d'autres équivalents qui sont faits par appli. Le store, voilà. On pense que c'est la future référence du web mobile. Voilà. N'hésitez pas à faire des progressive web apps ou même implémenter que les services workers qui sont intéressants. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions.
questions? Tout était clair? Non, tout le monde a soif, je crois. Tout le monde sait faire des progressive wall-up? Oui.